Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec le sociologue Rigobert Ekpanipa Kouagou. Nous échangeons, je le rappelle, sur le grand sujet de l'identité Tamari, sur lequel il aura travaillé en 1984 dans le cadre de ses recherches de mémoire de maîtrise. Aujourd'hui, il nous parle spécifiquement de la relation qu'entretient Otamari avec son environnement, dont celui-ci aurait d'ailleurs établi un corpus d'interdits pour assurer la protection. En outre, il décrit aussi l'un des éléments prépondérants de la culture Tamari, le Tekienta, communément appelé Tatasomba, qui, au-delà de son caractère infrastructurel d'habitation, revêt aussi des fonctions culturelles et cultuelles. Alors, Rigobert Ekpanipa Kouagou, merci de me renouveler cette opportunité de causerie. Comme je le disais tantôt, dans vos travaux, vous avez aussi abordé la question des rapports que Otamari entretient avec son environnement, ainsi qu'une description de Tekienta. Parlez-nous-en. Otamari et sa terre, son environnement en gros. Et Otamari ne reste jamais quelque part. Il n'y a pas de village Otamari, de village Tamari pour que vous ne trouviez une entité superlative à travers un plan. Hein. Ça peut être un végétal quelconque. Mais notamment le baobab, Oui. Hein, Oui. et le mandarin, il y a tous ces arbres-là. Il y a aussi bon, il m'échappe. En tout cas, à travers les bosquets sacrés ou des arbres isolés, mais qui abritent des entités superlatives. On appelle les diables, des choses comme ça. Mais ce sont des entités superlatives. Et Otamari est en contact avec elles, convaincu que grâce à elle, n'est-ce pas, il est en sécurité matérielle, spirituelle et sanitaire. Et naturellement, il leur fait des offrandes, surtout au moment des récoltes. On fait systématiquement des offrandes à toutes les entités superlatives des villages là. Ces entités superlatives sont censées être des forces tutélaires de la localité. Naturellement, Otamari, la maison a le panthéon de ses ancêtres morts, plus le panthéon, en tout cas plus le sous-panthéon des entités superlatives lointaines, hein, dont il allait prélever soit une branche d'arbre ou alors une pierre d'amas, hein, un caillou sur une pierre, en tout cas sur un amas de pierre qu'il est venu déposer à la maison pour représenter l'entité superlative lointaine qu'il ne peut pas voir tous les jours. Donc, il y a un panthéon domestique. C'est ce qui compose le panthéon domestique. À l'intérieur du village, les bosquets sacrés, arbres isolés, ou pics d'arbres, de cailloux isolés, ça, c'est tout le village qui adore. Mais à l'intérieur de chaque maison, il y a un panthéon. Et la tête de pont de ce panthéon, c'est les défunts de la famille. Et chacun est représenté par une pierre. Et on le reconnaît nommément. C'est pour cela que dans l'éducation, quand l'enfant atteint un certain âge, on commence à le transporter sur ces lieux-là pour le familiariser avec ce panthéon. Parce que le jour où le devin lui dira, ah, il y a tel ancêtre qui te demande ceci, qui demande un coq rouge, hein, ou bien, bon, chose là. Il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'il se trompe de destinataire. Ah oui. Ah non, il ne doit pas se tromper. S'il se trompe, il va recommencer. Hein, au lieu que ce soit sur la pierre
qui représente son papa. S'il égorge le poulet sur celle qui représente son oncle, il va manger. Mais il va recommencer. Il reprend le processus. Voilà. Il va reprendre le processus. N'est-ce pas? Bon. Et souvent, au moment quand il mord le poulet, ou en tout cas, ou tout animal sacrificiel, il dit, bon, voilà, tiens ça. Ah oui, ben voilà. Toi, là où tu es, c'est toi qui sais ce qui se passe dans l'univers. Donc, avec tes amis et tous ceux qui sont plus grands que toi, quand il parle de ceux qui sont grands que toi là, il pense à Mpakada. Mpakada. Qu'on appelle communément Kouye. On appelle communément Kouye. Kouye. Kouye, ça tire un peu vers Mawilna, autrement dit, la luminosité. La luminosité. Mais Mpakadara, ça signifie Nda, le superviseur suprême. Il s'appelle Nda. Et c'est lui qui supervise de manière suprême la vie des êtres et des choses. N'est-ce pas? Il y a ça. Bon, écoutez, je crois que vous n'avez pas la chose. C'est un peu, j'ai parlé autant de la personne, comment ça se joue. Et on vous éduque, on éduque les enfants. Et la fille et le garçon sont éduqués de la même manière. Jusqu'à un certain âge même, les filles pouvaient tirer les arcs. Ah oui? Oui. Et c'est quand elle commence à pousser les pattes des nichons qu'elle laisse tomber. Et puis, c'est de la même manière. Et on vous prépare. C'est-à-dire, à travers quoi? À travers le conte, les maximes, les proverbes, n'est-ce pas? Les légendes, les mythes, les récits mythiques. C'est à travers ça qu'on vous éduque. Et au fond, comme les acteurs sont à la fois, ou d'un côté les hommes, de l'autre côté les animaux, de l'autre côté encore les entités superlatives en question, autrement dit les esprits qui prennent les formes humaines. Donc l'anthropomorphisme, autant mal croire en l'anthropomorphisme, n'est-ce pas? Oui. Même un animal de brousse, parmi les animaux les plus dangereux, comme les buffles, les panthères et le reste là, autant mal pense que, et même de grandes enveloppes, autant mal pense que, ils prennent les formes humaines quand il leur plaît. Non? Ils croient en l'anthropomorphisme. D'accord. Et comme ça va. Et à part de là, pour que l'environnement ne soit pas violenté, violé, et mis à mal comme c'est cela aujourd'hui, autant on a élaboré un corpus d'interdits. Il interdit deux. C'est-à-dire, il ne faut pas uriner sur cette table-là. Il ne faut pas couper du bois de chauffe. En tout cas, quelle que soit la condition, il ne faut pas prélever du bois dans ce bosquet sacré. La source qui est là-bas, on ne se baigne pas dedans. Et donc c'était une manière de protéger l'environnement. Ah oui. Oui. Ah oui. Autant de mécanismes de protection de l'environnement. Les femmes qui sont dans leur menstrues ne doivent pas aller chercher l'eau dans cette source. Et ensuite, les chasseurs, quand vous venez de récolter, vous allez à la chasse, à l'arc, si vous rencontrez un couple d'animaux sauvages, quelle qu'en soit l'espèce, en train de s'accoupler, on ne les abat pas. Ah bon? Non. Au contraire, il faut éviter de les distraire.
passer par le chemin et laisser-les. C'est la procréation qui est en cours. Oui. Et on me dit si jamais. Ensuite, si la femme d'un homme qui part à la chasse attend un enfant, cet homme-là, s'il va, justement, c'est surtout lui, s'il voit une bête quadrupède avec ses petits encore au sein, il ne doit pas les toucher. Non, il ne doit pas tuer la mère et rendre les petits orphelins. Et sa femme qui attend un enfant ne doit pas cueillir les fruits verts. Si elle cueille les fruits verts, est-ce qu'elle ne fait pas du mal à l'arbre? À l'arbre. Hein? L'arbre est le mère. Elle s'autorise à cueillir ces fruits-là verts. Bon, est-ce qu'elle est prête, elle, qu'on enlève son enfant avant, disons... son temps de maturité, on peut dire. C'est ça. Donc, c'était interdit. Beaucoup d'interdits pour protéger l'environnement. Beaucoup d'interdits pour éduquer à l'éthique du respect du vivant. L'éthique du respect du vivant. C'est cela. Bon, je vais parler aussi de la maison d'habitation de Otamali. Oui. La maison d'Intequiète. J'ai dit, bon, très bien. Le Tata Soma, ça c'est très bien. Les touristes aiment bien charger leurs appareils photographiques, tirer ici et là. Mais il y a des endroits, quand ils arrivent, on vous dit, vous ne pouvez pas photographier ça. Ils se tournent, ils se posent la question de savoir pourquoi. Et ce que j'ai dit, c'est à la maison, là, le Panthéon. Vous ne pouvez pas photographier le Panthéon. Il y a un Panthéon devant la maison d'habitation. Ça peut être un monticule de terre, et avec à côté, comme on était, des branches d'arbres séchés, tout ça là. Mais là, il ne faut pas vous amuser à vouloir prendre la chose en photo. Non. Et à l'intérieur du Tata, on vous dit de ne même rien photographier. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez photographier le Tata, la maison dans sa globalité extérieure. Oui. Les tourelles, pas de problème, n'est-ce pas? Mais pas sûr. Et si jamais vous insistez et que vous fraudez pour le faire, vous n'aurez pas le résultat. Les gens en ont expérimenté. Oui, des blancs. Hein. On pensait que c'était des histoires j'allais dire, d'animistes, de ci, de ça. Mais ils se sont rendus compte, à leur dépens, que le monde qu'ils ont quitté pour se retrouver dans un autre monde là, ce qui se passe là-bas ne se passe pas ici. C'est deux réalités différentes. Voilà, c'est cela. Bon, donc, le Tata, tu vois, la maison, il y a pas de la maison comme infrastructure d'habitation, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça quand on parle de technique au sens propre. C'est le contenu même de cette maison d'habitation-là. À savoir le Panthéon dont je viens de parler. Et c'est pour cela que quand on construit la maison d'habitation, le mur qui sert de margelle, à droite en entrant, au moment de faire sa fondation, on fait un trou et on y met quelque chose. On ne vous dit pas le nom. On ferme et on monte. C'est un mystère. Oui, et là, donc la maison est là. La maison est là. Et si avec le temps, vous voulez, le propriétaire de la maison veut déménager, s'il doit changer de localité, ou même dans la même localité, il veut se déplacer sur quelques mètres ou kilomètres, il le fait. Il prélève, il emporte la charpente qui a servi à couler la dalle. Il peut emporter. Mais il ne touche pas au Panthéon, il laisse le Panthéon là où il est. Arrivé là-bas, il construit un nouveau Panthéon. Ah, d'accord. Il ne doit pas déranger celui qui est là. Quand il va finir de construire l'autre, les habitants du Panthéon qui viennent de quitter là, il leur appartiendra de venir, chacun prendre sa place. Et puis, bon, t'es quiète.
l'habitation de Haut-Tamari, n'est-ce pas, est sexualisée, la question du genre. Toute la partie droite, en entrant dans la maison, appartient à l'homme. Toute la partie droite. Toute la partie droite appartient à l'homme. Puisque c'est là-bas que se trouve le Panthéon. Et comme c'est l'homme qui officie, donc c'est son domaine. Je ne dis pas que la femme n'y met pas pied, mais elle n'a rien à y faire. Elle peut mettre pied pour prélever des braises dans le foyer et aller allumer son foyer de cuisine. En dehors de ça, son domaine n'est pas là-bas. Par contre, le côté gauche est réservé à la femme. À la femme. Oui. Le bois de chauffe, pour te préparer à faire face aux intempéries, elle fait couper le bois, le bois de chauffe, qu'elle stocke dans la partie gauche du tata. C'est là-bas son domaine. Là-bas aussi se trouve un mortier creusé directement dans le sol pour piler, et en tout cas pour piler dans le sens de décortiquer le fonio. C'est là-bas aussi on installe les pierres dormantes pour moudre les grains. C'est son domaine, n'est-ce pas? Et sur la terrasse, c'est le même système. Le grenier mâle, le grenier qui est à droite de là, c'est le grenier de l'homme. C'est là où se trouvent les objets sacrés de la maison. Et parfois même, une partie des objets sacrés de son clan. Même les arquois. L'arquois et l'arc de guerre se trouvent là-bas. Le carquois, en ce moment-là, au temps de nos parents, pouvait contenir plus de 20 flèches. Il est là-bas. Et le casque de guerre aussi est là-bas. Si jamais la corne d'alerte sonne et invite les mâles valides à sortir pour contrer un danger. Oui. C'est là-bas que l'homme va. Il descend de là-bas déjà avec son casque, c'est quoi, les castagnettes, l'anneau de tir, et puis bon, il descend, il va au Panthéon. Il dit à ses ancêtres que bon, voilà. Il sort avant de partir. Il y a une pierre à l'entrée, à droite. C'est la pierre de l'ancêtre éponyme. L'ancêtre dont on ne connaît plus le nom. Mais il est là, c'est sa pierre. Et on lui dit au revoir en y posant le pouce du pied droit là. Quand on est homme. Et si c'est une femme, c'est le pouce du pied gauche. Autrement, ne soit pas comme ça, il ne parle pas comme ça, comme un animal sort de sa tanière. Ah non. Non, il prend la disposition pour que toutes les forces tutélaires sachent qu'il est absent pour telle cause. Bien. Ainsi donc s'achève cette seconde partie de l'entretien avec Rigobert Ekpanipa Kouagou. Beaucoup de sujets ont été abordés depuis la première partie jusqu'à ici qui nous ont plongé dans l'univers de Haut-Tamari. N'oubliez pas qu'il vous est possible de réécouter ces épisodes et surtout de les partager. Rassurez-vous, beaucoup d'autres sujets restent à explorer. Sur ce, nous vous donnons donc rendez-vous dans les prochains épisodes de Carrefour du Koutamakou pour aller plus en immersion dans l'histoire, la culture et l'actualité de ce grand peuple de la Takora. À très bientôt donc. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien.